Information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi, les chefs d'État africains pour un partenariat public-privé renforcé, deux partis créateurs d'emplois et de richesses sur lesquels les présidents africains se sont prononcés. Sur le panel présidentiel à l'Africa CEO Forum, les intervenants ont martelé la nécessité de la construction d'une Afrique développée par les Africains eux-mêmes. Bientôt, la Tabaski et à 3 semaines de la fête, la Côte d'Ivoire fait alliance avec les acteurs du bétail du Ghana. Sur la frontière, les deux parties définissent les modalités d'un circuit d'approvisionnement plus efficace des douanes aux procédures phytosanitaires. Et puis, dans l'actualité internationale, on a la Guinée qui dévoile un nouveau calendrier pour les présidentielles et les législatives, des scrutins annoncés pour le mois de décembre 2025, des scrutins précédés d'un référendum constitutionnel en septembre prochain. Conférences, débats et rencontres de haut niveau se poursuivent à Abidjan. La capitale économique ivoirienne accueille depuis hier le 12e forum du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum. Chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus de toute l'Afrique, mais aussi du monde entier, donnent de nouvelles orientations à la relation gouvernance-secteur privé pour le développement plus accéléré de l'Afrique. Retour sur la première journée avec Alexis Ouetraogo. L'Africa CEO Forum 2025 s'ouvre ce lundi à Abidjan sur une conversation fictive du groupe WhatsApp de l'Union africaine. Les chefs d'État du continent reconnaissent la dureté du contexte économique mondial, marqué par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le service de la dette au coût élevé. Solution, mutualiser les efforts africains au service de l'Afrique. À la pratique, plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques sont sur les bords de la lagune ébriée pour ce rendez-vous du secteur privé africain. L'événement qui s'est ouvert en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs autres présidents d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Rwanda, de la Mauritanie, s'interroge sur la nécessité d'un nouveau pacte entre les États africains et le secteur privé pour accélérer la transformation économique du continent. Le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique dont faites preuve, monsieur le chef d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui. Notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. Pour le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop, l'heure est à l'éclosion d'une Afrique à la hauteur de son potentiel. Avec ses ressources brutes, sa vision d'intégration, l'Afrique a la force de sa jeunesse. Dans un contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire se félicite de la résilience de son économie et appelle au renforcement des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits. Le président ivoirien insiste sur la nécessité de faire émerger des champions nationaux et d'investir dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération
de champion africain. Ces assises qui dureront 2 jours seront meublées de conférences autour de 3 piliers, notamment l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Par les chefs d'État. Ce lundi, à l'ouverture, ils étaient 5 à être présents, chefs d'État de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, du Sénégal et de la Mauritanie. Ces gouvernants politiques étaient aussi sur scène pour un panel spécial avec pour thème « Vers une Afrique puissante, la voie de l'intégration économique, politique et commerciale ». Des interventions marquantes et une vue d'en haut d'un continent en plein progrès, suivant ce compte-rendu de Mahama Traoré. 3 chefs d'État et un vice-président de la République, celui de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara à ce panel de haut niveau du Africa CEO Forum. Un exercice oratoire où chaque intervenant doit rassurer le Gotha africain de l'entrepreneuriat, rassurer notamment sur comment parvenir à une intégration économique, politique et commerciale réussie en Afrique. La première réponse est venue de Cyril Ramaphosa, le président de la première puissance économique du continent, l'Afrique du Sud. Il faudra mettre en place des projets d'infrastructures qui aideront donc le secteur privé à continuer à aider le secteur public. Et ces projets donc d'infrastructures là doivent être construits, doivent être mis en place, doivent être pensés, doivent être rédigés clairement, réellement, grâce à un réseau très clair, avec aussi l'idée et l'accompagnement du secteur public. Le secteur public doit arriver comme le partenaire de confiance du secteur privé. Et le secteur privé doit aussi comprendre que le secteur public est la clé qui régit bien sûr l'avancement et le développement donc du continent africain. Reconnu pour son franc-parler, le président rwandais Paul Kagame invite les Africains à assumer leur souveraineté dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de notre continent et réaliser donc que ce potentiel-là peut nous emmener loin et que c'est une réalité et qu'on n'a pas forcément besoin d'autres apports extérieurs pour pouvoir se développer en tant que continent. Une Afrique intégrée, c'est aussi la possibilité pour les hommes d'affaires du continent d'investir aisément dans tous les pays. À cette tribune donc, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani ne manque pas de vanter le choix fait par son pays de bâtir une alliance solide avec le secteur privé dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact, le code de l'hydrogène vert. Pour le vice-président de la République, Tiemokomé Iliekone, l'éclosion du secteur privé africain est à un seul prix, une gouvernance rigoureuse. Si la gouvernance est bonne et que les entreprises, ou en tout cas le secteur privé, arrivent à se retrouver, les performances seront obligatoirement bonnes et c'est ça qui est recherché. La bonne gouvernance qui va vers ce que le secteur privé a besoin d'avoir comme signe, comme valeur, comme besoin, et cela peut permettre d'aller le plus loin possible dans les résultats qui sont recherchés. Tiemokomé Iliekone a également profité de cette tribune d'échange pour promouvoir le plan national de développement, symbole fort d'un partenariat public-privé au service de la transformation que connaît la Côte d'Ivoire depuis environ 15 ans. On a vu à ce panel le président du Rwanda, Paul Kagame, qui insistait sur la poursuite des réformes. Le président rwandais qui a quitté Abidjan ce mardi. Il a été accompagné à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Dans près de 3 semaines, ce sera la Tabaski. La demande sera forte sur le marché des gros ruminants et les manœuvres se multiplient sur tous les horizons pour l'approvisionnement en bétail entre leurs 2 frontières. Les acteurs du bétail du Ghana et de la Côte d'Ivoire font alliance. Un protocole d'accord a été signé pour sécuriser, fluidifier et même faciliter la circulation des bêtes. Jean-Louis Gbongbo.
À Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne, les discussions étaient stratégiques ce vendredi 9 mai. Membres de l'organisation interprofessionnelle des gros ruminants de Côte d'Ivoire et représentants des éleveurs du Ghana ont tenu une réunion de concertation autour des enjeux liés à la filière bétail. Une convention a été signée. Objectif, renforcer la coopération transfrontalière en matière d'approvisionnement et de régulation des flux de bétail à l'approche de la Tabaski. Nous sommes prêts à les faciliter le passage, donc concilier sécurité et fluidité. Mais la sécurité est le plus important pour nous. Donc nous sommes prêts à les accompagner dans ce qu'ils voudraient faire, pourvu qu'ils puissent respecter la réglementation en vigueur. Les professionnels ivoiriens se veulent rassurants. C'est vrai qu'à la veille de chaque année de Tabaski, les gens sont inquiets. Et les statistiques de collecte qu'on a reçues, cette année, les loraux moutons comme l'an passé. C'est vrai que côté Ghana, là, les moutons ne viennent pas beaucoup s'élever. Mais côté Mali, Burkina, Niger, en tout cas, on a reçu des informations dans ces derniers temps-là. Les quantités qui sont prévues pour la Côte d'Ivoire, il y aura des moutons. Le Ghana reste un partenaire de choix. Ces éleveurs veulent aller plus loin dans la collaboration et miser sur une meilleure organisation de la filière à l'échelle sous-régionale. Tout ira bien au côté ghanéen. Moi, je le donne 100% notre assurance que tout ira bien. Cette initiative de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ouvre de nouvelles perspectives pour une filière bétail plus fluide, plus sécurisée et résolument tournée vers l'avenir. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire qui se porte bien. On pense maintenant au développement de l'emploi dans le service public. Des délégués du monde ont partagé à Abidjan leurs meilleures pratiques en matière d'insertion professionnelle, d'adaptation des politiques d'emploi aux transformations démographiques et de coopération internationale entre services publics. Khalil Diomandé rend compte des recommandations faites. Au terme de 4 jours de travaux, le 13e congrès de l'Association mondiale des services publics de l'emploi s'achève au parc des expositions d'Abidjan avec 18 recommandations portant sur 6 axes. Entre autres, l'anticipation des compétences du futur et le renforcement de la coopération internationale pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Même si vous allez en Europe, on a un problème d'insertion des jeunes. Aujourd'hui, les taux de chômage pour les populations jeunes, même dans les pays développés, sont plus importants que le reste de la moyenne de la population. Et donc, ça veut dire qu'on a réellement là besoin de travailler ensemble pour comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'on a cette difficulté à intégrer nos jeunes diplômés et plus globalement tous nos jeunes dans le marché du travail. Vous savez, les jeunes sont spéciaux, ils manquent d'expérience et parfois les employeurs ne reconnaissent pas leurs compétences qu'ils acquièrent dans des conditions de travail informelles. Ils ont donc besoin d'un soutien des services publics, utilisant par exemple l'orientation professionnelle pour reconnaître leurs compétences qui les rendront très attractives aux yeux des employeurs. La Côte d'Ivoire, qui accueille ce 13e congrès mondial, à travers le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, en ressort avec plusieurs retombées. Merci d'avoir accepté que la Côte d'Ivoire abrite le siège de l'Académie régionale des services publics d'emploi. Remerciements aussi pour la reconduction de notre pays au sein du conseil d'administration de l'AMCEPT et pour l'élection de la Côte d'Ivoire au poste de vice-président de l'Association africaine et des services publics de l'emploi. 150 délégués issus du réseau de 89 services publics d'emploi, représentant 86 pays, ont pris part à ce rendez-vous mondial des services publics de l'emploi. Et cette question à présent, que savez-vous de l'ANARE qui mieux que la structure elle-même pour présenter ses missions, expliquer toute sa mission aux populations ivoiriennes? L'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire organise dans ce cadre donc des sessions d'information. Elle a rencontré les populations de Katiola. On le voit dans ce développement de Boubacar Silla et Soro Corona. Séance d'information, de sensibilisation et de renforcement de capacité du corps préfectoral, des directeurs régionaux, des chefs de services et leaders d'opinion de la région du Hambol sur les missions de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire,
Anaressi. Cette séance s'inscrit dans un vaste programme de rencontres que nous faisons pour nous rapprocher des populations. L'Anaressi est une voie de recours pour le consommateur d'électricité pour un bon fonctionnement du service public. À la préfecture de région de Katiola, après la présentation de cette structure, les participants ont été instruits sur les voies de recours dont disposent les consommateurs en cas de différend avec la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. La nécessité de payer sa facture d'électricité et de protéger les infrastructures électriques contre le vandalisme et la fraude était également à l'ordre du jour. Nous leur avons présenté le 1393 qui est le numéro vert de l'Anaressi, qui est gratuit à partir de n'importe quel opérateur mobile et qui est disponible tous les jours ouvrables. Nous leur avons présenté également le recours en ligne qui passe par l'adresse mail recours recours@anare.ci en minuscule. Un moment d'échange apprécié par le corps préfectoral et les participants. Avec toutes les informations que nous avons eues, je suis très satisfaite. D'abord même concernant les droits des consommateurs, surtout les devoirs. C'est le lieu de saluer chaleureusement cette initiative de proximité, tant bénéfique aux autorités administratives qu'à nos populations, pour les informer des efforts consentis par l'État pour leur bien-être. Cette campagne de sensibilisation et d'information des consommateurs d'électricité, l'Anaressi compte l'étendre à toutes les régions du pays. De Yamoussoukro, de Katiola, nous partons à Yamoussoukro, où 3 journées sont dédiées aux infirmières et infirmiers, des journées aux couleurs de revendication pour l'amélioration des conditions de travail et même la valorisation de ce métier d'infirmier. Soro Corona nous en dit plus. Parade des infirmières et infirmiers dans les grandes artères de la ville de Yamoussoukro. Venus des 31 régions du pays, ces agents de santé commémorent ainsi la journée internationale des infirmiers célébrée chaque 12 mai. Des activités à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers de Côte d'Ivoire. L'occasion pour ces agents de santé de souligner leur place prépondérante dans le système sanitaire. L'infirmier aujourd'hui représente 80% du maillon du système de santé en Côte d'Ivoire et je pense que c'est lui qui est au début et à la fin de tout ce qui est acte de soins. Et donc il est important qu'on puisse les revaloriser. Il est important qu'on puisse savoir ce que fait l'infirmier et il est important que toutes nos actions convergent vers une excellence qui est l'excellence des soins. Pour cette édition 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des agents à travers une journée scientifique avec pour thème « Nos infirmiers, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce les économies ». Aujourd'hui, je suis émerveillée par la sociologie de la santé que j'ai appris ici. Ça m'amène à vouloir m'orienter vers cette filière-là, pour pouvoir amener non seulement mon expertise aux malades. Le directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle du Bélier invite les infirmiers à œuvrer pour la bonne marche du système de santé en Côte d'Ivoire. L'appel, c'est l'union aux infirmiers, mais en même temps aux médecins. Toutes ces corporations-là qui travaillent ensemble dans les hôpitaux doivent pouvoir être unique pour que, en fait, l'image de la santé soit plus reluisante. Les festivités ont été meublées par une soirée de récompenses et des opérations de vaccination, de dons de sang et de dépistage de la tension artérielle. Des initiatives qui renforcent les conditions de prise en charge sanitaire dans nos régions. Et à Bondoukou, c'est une maternité qui est offerte au village de Laoudigan. Elle est rattachée au centre de santé rural du village. Les images sont commentées par Herman Yamia. Le centre de santé rural de Laoudigan, village situé à 37 km de Bondoukou, dispose désormais d'une maternité. L'infrastructure a été offerte par Théodore Adou, qui répond ainsi à un besoin sanitaire pressant exprimé de longue date par les populations locales. Avec ce centre, nous sommes sûrs de tourner la page des nuits incertaines pour nos femmes, pour nos sœurs, nos mères en passe de donner la vie. Également, c'est le niveau de mortalité néonatale qui recule. Le donateur Théodore Adou a souligné qu'à travers cette maternité, il entend permettre aux femmes de bénéficier d'un suivi médical approprié, de conditions d'accouchement sécurisées et de soins essentiels à la santé maternelle et infantile. À travers une telle œuvre, on vise d'abord le développement. J'attends à ce que cette œuvre soit utilisée en bon escient et que le personnel en fasse
bon visage. Le représentant du parrain de la cérémonie, Kobina Kwasi Adjoumani, a promis l'affectation prochaine d'une sage-femme en présence du directeur départemental de la santé. Quant au préfet des régions du Gontougo, tout en demandant aux femmes de fréquenter cette maternité, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste salvateur. Mobilisez vos femmes qui sont enceintes pour que celles-ci viennent en consultation. Elles viennent voir la sage-femme ou l'infirmière qui sera ici. Parce que si avant on pouvait mourir parce qu'il n'y a pas un centre de santé, une maternité, mais ça, vous avez la maternité à portée de main. Il n'est plus question qu'une femme meure en couche. La maternité de Laoudigan comprend 2 bureaux administratifs, une salle d'accouchement, une salle d'attente, une salle de suite de couches, une salle de travail et un laboratoire. Et ces bébés qui naîtront dans cette maternité rentreront probablement avec leur premier document officiel d'identité, leur acte de naissance. Cela est possible avec ce logiciel installé dans tous les centres de santé du pays par l'Office national de l'état civil et de l'identification. Une innovation en Côte d'Ivoire et elle est présentée et expliquée aux populations. L'ONESI informe toute la Côte d'Ivoire jusqu'à Ferkessédougou. Jean-Marc Djadji. Ce nouveau logiciel révolutionnaire trouvé par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a été largement présenté et expliqué aux populations de Ferkessédougou. L'ambition du gouvernement à travers l'ONESI est de faciliter la vie aux populations pour une lutte concertée contre l'apatridie dans notre pays. Pour la première fois, nous utilisons un terminal spécifique que nous avons remis au personnel de santé après bien sûr une formation qui permet automatiquement de faciliter la déclaration de naissance depuis le centre de santé. Lorsqu'on sort de l'hôpital, on peut déjà bénéficier de l'extrait de naissance de son enfant ou bien on peut faire déjà la déclaration de décès aussi sur place pour que les informations soient rapidement obtenues et validées par les officiers d'état civil, mais en un temps record. Autre action d'envergure menée par l'ONESI, ces séances de distribution de cartes nationales d'identité en attente depuis des mois. Cette séquence a été suivie de séances d'enrôlement public avec effet immédiat. Je suis heureux d'avoir reçu la carte, puisque en 2022, quand j'ai fait, ce n'est pas sorti, j'étais découragé. La veille m'a dit, il faut aller refaire. J'ai dit, bon, comme il y a longtemps, j'ai fait, ce n'est pas encore sorti là. Qu'est-ce pour que déjà ça a sorti? Je suis allé refaire, ils m'ont donné un mois. Bon, les 1 mois sont pas arrivés même, puis c'est sorti. Ils m'ont envoyé un message, je suis allé récupérer la pièce. Sorti ici, on va appeler toutes les communautés des villageois dans les campements des chefs de village pour le mobiliser. Deuxièmement, s'il y a une naissance, on doit aller obligatoire à l'hôpital ou bien pouvoir à un secondaire pour accéder les pièces d'identité, pour fournir des actes de naissance. Après Ferkessédougou, 2 autres étapes suivront bientôt. Les départements de Kong et de Ouangolodougou. C'est une action pour la paix qu'entreprend le Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Il parcourt la Côte d'Ivoire, l'étape de la sensibilisation dans la ville de Bouaké avec Gervais Kwasi et Charles Tato. Bouaké entend relever le défi de zéro violence pour les élections à venir, qui commencent par la présidentielle en octobre prochain. Les fidèles musulmans du CODIS, à travers leur représentation régionale de Bouaké, sont résolument engagés dans cette dynamique, d'où cette rencontre de sensibilisation contre les violences électorales. Venu d'Abidjan, l'imam Zakaria Koné a prononcé une conférence sur le thème « La paix, une exigence religieuse, une nécessité sociale ». L'homme de Dieu a martelé que l'islam et la violence ne font pas bon ménage. L'islam est une religion de paix. Cette vertu a démontré l'imam. Notre religion, qui est l'islam, a toujours prôné la paix. Voilà. Et donc, dans le Coran, nous avons toujours prôné la paix. Et donc, il était bon de faire la distinction entre le comportement de certaines personnes qui se réclament musulmans et puis vraiment ce qui est conseillé dans le livre. La rencontre a connu l'adhésion de toutes les couches sociales. Les élections se passeront très bien à Bouaké et on fera ce qu'il y a à faire. La paix est une nécessité pour tout le monde. Donc nous devrons tous nous donner la main pour travailler sur cette question de paix. La violence ne passera pas par nous les jeunes. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix, on doit la préserver. La paix concerne plus les femmes. Une fois qu'il y a les troubles, que les maris meurent, on reste veuve. Et quand il y a les veuves, il y a les orphelins. La violence ne passera pas par les musulmans en général et en particulier ceux du CODIS à scander l'assistance.
Et la paix tisse la toile de l'entraide et de la solidarité, des valeurs enseignées d'ailleurs par les religions, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Dans la commune de Cocody, la fondation Tous Unis pour Cocody fait alliance avec l'église des Saints des Derniers Jours. On en parle dans ce développement de Astou Touré. La Fondation Tous Unis pour Cocody et l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ensemble pour apporter leur aide aux populations de Cocody. Les deux entités ont pour vision commune le renforcement de la cohésion sociale, la solidarité, la fraternité et l'union des fils et filles de cette commune. Un grand honneur de travailler avec lui et sa fondation pour voir comment est-ce que nous pourrons ensemble continuer d'être des faiseurs de paix, continuer d'apporter des enseignements sur l'importance et la valeur de la famille comme étant le socle et la fondation de toute société qui se veut forte. À la veille de son inauguration, le président du conseil d'administration de la Fondation Tous Unis pour Cocody a procédé à une visite guidée de la nouvelle bâtisse du Temple des Saints des Derniers Jours. On est tellement impressionnés. Je pense qu'on est rentré dans un temple qui est béni de Dieu. On n'avait pas cette dimension-là et aujourd'hui on est témoin. Nous, la Fondation, c'est un peu ce qu'on fait, c'est d'être le plus humain possible, d'aider les autres. Et nous avons convenu donc de faire des projets ensemble. L'inauguration du temple est prévue pour le 25 mai prochain. Le temple sera ouvert à ses fidèles à partir du 25 mai prochain. Je vous emmène à présent à Lourdes, en France, sur les chemins d'un pèlerinage d'envergure, celui des militaires catholiques du monde. Plus de 15 000 y sont attendus pour 3 jours de communion du 16 au 18 mai prochain. La Côte d'Ivoire envoie plus de 60 de ces militaires pèlerins catholiques. Du départ d'Abidjan à Lourdes en France, voyons cela avec Godefroy Okambawa et Célestin Frodo. Ils rendent compte de ce rassemblement militaire si spécial. Pour ce 65e pèlerinage international militaire à Lourdes, c'est plus de 60 pèlerins ivoiriens qui y participent. Au-delà des apparats militaires, ce sont des hommes et femmes épris de paix. Une présence qui témoigne du renforcement de la foi de ses fidèles. Ces pèlerins auront l'occasion de marcher sur les pas des saints qui ont marqué la vie de l'Église et surtout prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Généralement, nous pensons que s'ils sont faits pour faire la guerre, non, ils sont aussi faits pour la recherche de la paix. Ces nations, en se frottant, en passant du temps ensemble, en priant ensemble, en faisant le challenge sportif, ils renforcent leur amitié, ils renforcent leur union et cela va dans le sens de l'unité que prônent nos évêques, que prône le pape et surtout l'unité que prônent nos gouvernants. Plus de 15 000 militaires sont attendus pour cette 65e édition du pèlerinage militaire international avec près de 40 pays venus du monde dans une démarche fraternelle d'espérance au pied de la Vierge Marie. Et sur la scène politique internationale, à présent, on a entendu hier la dissolution du PKK en Turquie, la fin de 40 ans de lutte armée, un tournant historique pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Suivons donc l'analyse de Gabriel Zani. C'est la fin de la lutte armée, c'est aussi la fin du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ce lundi 12 mai, le 12e congrès du PKK a décidé de dissoudre la structure organisationnelle du parti et de mettre fin à sa méthode de lutte armée, a rapporté l'agence de presse Procure Firat. Une annonce qui met un terme à un conflit qui aura fait plus de 40 000 morts depuis 1984, début de la lutte armée. En effet, le parti kurde a été en conflit avec le gouvernement turc depuis plus de 40 ans et la décision survient après plusieurs mois de signes d'apaisement entre Ankara et le mouvement kurde. En décembre 2024, Abdullah Öcalan, leader fondateur du PKK emprisonné depuis 26 ans, avait lancé un appel à la dissolution du mouvement et à l'abandon des armes le 27 février 2025, qui avait été suivi quelques jours plus tard d'un cessez-le-feu unilatéral. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, salue ces démarches comme une opportunité historique pour la réconciliation entre Turcs et Kurdes, ces derniers représentant environ 20% de la population turque estimée à 85 millions d'habitants. La fin de la lutte armée du PKK a également des répercussions au-delà des frontières turques.
Le conflit kurde s'était étendu en Syrie, Irak et Iran, où des populations kurdes importantes sont installées. La dissolution du PKK pourrait servir de modèle pour d'autres régions en proie à des conflits similaires. Elle représente une opportunité pour instaurer la paix et la stabilité dans une région marquée par des décennies de violence. Et dans l'actualité internationale du continent africain, on a l'Africa CEO Forum qui est une plateforme d'annonce aussi d'informations importantes. La Guinée annonce un retour à l'ordre constitutionnel, des assurances données aux potentiels investisseurs rencontrés à l'Africa CEO Forum par le Premier ministre Amadou Bahouri, intervenant sur le panel Investir en Guinée. Il a dévoilé un nouveau calendrier pour la présidentielle et les législatives, des scrutins prévus en décembre 2025. Mais le retour à l'ordre constitutionnel a un préalable dans le pays, le référendum constitutionnel fixé au 21 septembre 2025. C'est le dernier point de ce journal, la fin de ce 13h. L'info continue sur rti.info. Ce soir, retrouvez à 20h le journal de Marie-Laure Ngoran. Je vous souhaite un bel après-midi et à demain, 13h.